Bonjour à toutes et à tous et soyez la bienvenue dans notre série de podcasts et vidéoconférences pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme du mois d'avril 2022. Nous sommes parmi vous, la fameuse opération Chaussette Bleue. Flora Rabito, pour ceux qui ne me connaissent pas, et dans cette série de vidéos, nous avons toujours le plaisir d'accueillir Monsieur Marco Liduca, psychologue, qui nous a apporté son éclairage sur la thématique de l'autisme. Et aujourd'hui, Marco Liduca va nous parler du couple et de la famille quand on est autiste. Marco, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Flora, merci encore de m'avoir invité. C'est une thématique, le couple et la famille, que je sais que des personnes souhaitaient voir abordée. C'est une thématique tellement large que je ne prétends pas du tout l'aborder de manière exhaustive aujourd'hui. Je vais le faire par petites touches, progressivement. Ce que moi j'invite simplement les gens à faire, c'est s'ils souhaitent, dans le contexte, dans le cadre de cette thématique couple et famille, qui est vraiment une thématique très large, s'ils souhaitent que des questions plus précises soient développées, moi je les invite à le laisser en commentaire et puis on verra dans des vidéos prochaines, s'il est possible ou pas d'y répondre de manière plus précise. Je voudrais aussi en préliminaire insister sur le fait que c'est une question compliquée que je ne prétends pas du tout maîtriser. Donc la question du couple et de la famille, je vais à la fois faire un peu état de petites choses qui existent dans la littérature et puis faire état un peu de mes réflexions, mes expériences, mon expérience dans l'accompagnement d'adultes, d'adolescents, d'enfants et de parents de personnes qui présentent de l'autisme. J'essaierai de faire un peu le parallèle entre les deux. Alors, je répète 2 ou 3 points. Peut-être un point bête, mais je trouve quand même important. Vous savez que la notion de représentation de l'autisme est une notion qui me tient fort à cœur. Et dans ce contexte-là, je pense que circule beaucoup cette représentation que les personnes qui présentent de l'autisme ne peuvent pas ou ne sont pas ou généralement ne sont pas longtemps en couple. Je voudrais à la fois déconstruire et puis un peu nuancer ça. D'abord, plein de personnes qui présentent de l'autisme sont en couple. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de parents qui présentent de l'autisme qui, par définition, ont été en couple puisqu'ils ont eu des enfants et qu'un certain nombre d'enfants de ces parents présentent également un trouble du spectre de l'autisme. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que statistiquement, et ça c'est vrai, il y a, par rapport à la population tout venant, il y a moins de personnes présentant de l'autisme qui sont en couple. Statistiquement, c'est ce que les études soulèvent. Cliniquement, c'est-à-dire de manière empirique, les études sont peut-être un tout petit peu biaisées par la manière dont les couples se vivent ou ne se vivent pas aussi. Et c'est vrai que moi, quand je reçois des personnes qui présentent de l'autisme et qui sont en couple, on constate qu'il y a des aménagements et un certain nombre, je n'ai pas de chiffres très précis, c'est vraiment des perceptions plus empiriques. Un certain nombre de personnes sont en couple, mais vivent séparément et trouvent un certain équilibre dans cette vie séparée, mais en couple. Ce sur quoi j'ai envie fort d'insister, c'est que les personnes qui présentent de l'autisme et qui ne sont pas en couple, beaucoup souhaitent l'être ou le redevenir. Certaines expliquent qu'elles ont été en couple et ne souhaitent plus l'être pour d'autres raisons, pour des tas de raisons, parce que c'est trop compliqué de vivre avec quelqu'un d'autre, ou c'est trop d'informations, ou la question émotionnelle ou d'ajustement à l'autre est compliquée. Et ça, voilà, il y a ce choix-là. Mais il y a un certain nombre de personnes autistes qui regrettent de ne pas avoir cette vie commune, ce quotidien qu'ils partagent avec quelqu'un. Et de manière plus générale, c'est une représentation quand même fausse, voire profondément fausse, de dire que les personnes autistes veulent vivre isolées. Alors, qu'elles est parfois difficile à vivre beaucoup de relations ou à vivre des relations avec beaucoup de gens à la fois. Ça, effectivement, c'est davantage vrai. Mais qu'elles veulent vivre sans aucune relation, ça, c'est généralement profondément faux.
Il y a toujours des exceptions, mais le nombre de personnes qui rêvent d'une vie à la Robinson Crusoe et qui présentent de l'autisme, elles sont quand même plus rares que ce qu'on peut prétendre à certains moments. Marco, Voilà. je confirme ce que vous dites parce que dans nos groupes de rencontres adultes, nos apéritifs ou nos groupes d'échange et tout ça, c'est quand même un sujet récurrent qui vient. Et moi, au niveau proportionnel par rapport aux personnes qui viennent autisme en action, je dirais qu'on a un petit quart qui est en couple et puis le trois quarts qui ne l'est pas, qui ne l'est plus ou qui en attendent d'eux. Mais c'est quand même quelque chose de plutôt général que tout le monde souhaiterait être en couple, bien sûr avec des aménagements, comme vous dites, hein, soit chacun chez soi, soit une période ensemble et une période séparée. Enfin, ça demande effectivement des aménagements. On a aussi des couples qui sont extrêmement solides et qui marchent, qui fonctionnent relativement bien, qui ont trouvé leur rythme. Et c'est tout à fait possible, à mon avis. Je pense que c'est tout à fait possible et c'est surtout faire très attention aux fameux préjugés parce que quand on dit à une personne, oui, mais voilà, les autistes ne sont pas capables d'être en couple et qu'on présente la moindre difficulté, du coup, on dit, mais oui, mais on m'a dit qu'on n'est pas capable d'être en couple, peut-être que c'est vrai et on va coller à cette image, donc faire vraiment très attention à ça. Et on aborde cette thématique aujourd'hui parce que c'est récurrent, cette discussion. Et donc, il y aura très certainement beaucoup de commentaires en dessous, mais on vous invitera à venir faire une conférence en présentiel par rapport à cette thématique. Est-ce que d'après vous, Marco Di Luca, il y a des choses essentielles, mais vraiment des points que vous pourriez partager ici avec les personnes autistes ou leurs compagnons, leurs compagnes, ou les familles, qui est essentiel de connaître ou de respecter pour avancer dans une construction relationnelle? Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais peut-être indirectement. Je vais repartir d'une anecdote que j'ai vécue il y a très peu de temps, où une jeune adolescente me demandait, on m'a dit que j'étais égocentrique. On m'a dit ça à l'école, mais les gens de ma famille me le disent aussi. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est une remarque qui est fréquente, en fait. Je pense que beaucoup de personnes autistes peuvent en témoigner. Et qui est fréquente, que ce soit avec les amis, dans le contexte professionnel ou dans le contexte familial ou de la vie. Ce que j'expliquais à cette jeune fille, c'est qu'il faut faire la distinction entre le fait qu'elle soit égocentrique, ce qu'elle n'est pas, et le fait qu'elle peut paraître égocentrique. Et je lui ai expliqué pourquoi elle pouvait paraître égocentrique. Ces raisons, elles s'expliquent par l'autisme. Je lui ai dit, mais tu peux paraître égocentrique parce que tu vas avoir tendance à parler que de ce qui t'intéresse. Et on le sait, beaucoup de personnes qui présentent de l'autisme échangent à travers ou de leurs intérêts. Et concomitamment, je lui dis, en plus, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir une discussion pour une discussion. Les conversations sociales, tu as beaucoup de mal à les avoir, à les nourrir. Et donc, d'un côté, tu ne vas parler que de ce qui t'intéresse, et en plus, tu ne vas pas réussir à discuter et à montrer de l'intérêt aux autres. Ce n'est pas pour ça que tu ne t'y intéresses pas, mais tu ne sais pas comment faire. Et puis, comme beaucoup de personnes qui présentent de l'autisme, ton ajustement aux attendus, aux émotions de l'autre, ton ajustement, il n'est pas toujours idéal. Donc, tu anticipes parfois mal les intentions, les attentes des autres. Et donc, tout ça explique que tu peux paraître égocentrique. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ça fait partie des choses qui nourrissent des difficultés au sein de la famille, au sein du couple. Et ça renvoie alors à la question de comment on peut distinguer ce qui va éventuellement alimenter des tensions, des conflits, et ce qui va s'expliquer ou pas par un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, cette question de comprendre certaines attitudes, certains comportements qui fâchent, entre guillemets, à travers les particularités de l'autisme, est une étape importante et essentielle. C'est pour ça que quand il y a un diagnostic qui est confirmé et que les parents ou le conjoint ou la compagne en sont informés, une des phrases qu'il faut peut-être éviter, c'est cette fameuse phrase « ça ne change rien, je t'aime comme tu es ». Ça a plutôt tendance à coincer parce que ça change tout. Ça change tout pour la personne, mais ça doit aussi changer tout
pour l'entourage. Ça doit changer tout en termes de on comprend alors les choses à travers un autre regard, à travers un autre filtre. Maintenant, là, il y a aussi un danger. Et c'est un danger que les compagnons, les compagnes, les parents évoquent très, très vite ou plus ou moins rapidement. C'est de dire oui, mais il ne faut pas que l'autisme, ça devienne l'alibi à tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important, effectivement. Par rapport Certains... à ça, Marco, le fameux Oui, alibi à tout, moi je pense, par expérience, que quand on reçoit un diagnostic d'autisme adulte, il y a un moment où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout passe par ce fameux filtre, oui, mais je suis autiste et tout. Et qu'il faut un temps pour remesurer et trier les informations et faire la part des choses. Mais quand même, j'inviterais les gens à vraiment se rendre compte que vous recevez une nouvelle paire de lunettes pour voir les choses et c'est à travers cette paire de lunettes que vous voyez et il faut tout un temps pour décoder les choses. Donc, c'est vrai que ça ne doit pas être un alibi, mais je pense que c'est presque un passage obligé, je dirais. Ça fait partie du processus de la compréhension de qui on est, de son fonctionnement, pour après pouvoir accoucher clairement de son propre fonctionnement et puis les choix et les conséquences que l'on fait. Parce que l'histoire de la Libye, on l'a souvent bien entendu, mais là maintenant tu mets tout sur le compte de l'autisme et tu as tort. Ce qui est vrai, mais il faut donner un temps pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et moi, il me paraît que c'est quand même assez essentiel. Je ne peux pas alors, imaginer qu'une personne autiste reçoit un diagnostic et passe pas par cette étape-là. en fait, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est précisément la notion d'alibi qui recouvre cette notion de faute. Ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est plus fautif que l'autre. Et précisément, ça, pour moi, ça ne peut pas être l'essence d'une dynamique de famille ou d'une dynamique de couple. Quand vous dites, ça sous-entend que quelqu'un est plus fautif que l'autre. Est-ce que vous Donc, pouvez être plus alors, clair? Parce que moi, je pense que c'est dans les deux cas de figure, hein. Soit on reproche à la personne autiste, on dit, ah ben voilà, c'est normal, c'est parce que tu es autiste, tu comprends rien. Ou la personne autiste dit à l'autre, oui, ben écoute, moi, c'est parce que je suis autiste, je ne peux pas comprendre ce que tu veux dire. Donc, ça sous-entendait ça ou autre chose? alors peut-être je ne suis pas suffisamment clair, mais qu'on arrive à penser qualitativement différemment. En fait, il faut se dire qu'est-ce qui nourrit à un moment donné, qu'est-ce qui fait cohésion dans un couple ou dans une famille. Et dans les systèmes humains, il y a des processus qui sont assez naturels, qui vont arriver de manière assez naturellement et qui vont créer finalement ou de la cohésion ou de la dissension. Alors, il y a une dynamique qui est celle qu'on nomme parfois celle de la victime émissaire. On se constitue un groupe soudé à l'encontre, contre quelqu'un, un ennemi désigné, une victime émissaire. Et quand on est dans cette dynamique de la Libye, le risque, c'est de nourrir consciemment, inconsciemment, cette même dynamique. Et c'est pas nécessairement la victime émissaire, c'est pas nécessairement la personne qui présente de l'autisme, c'est presque l'autisme personnifié. C'est l'autisme qu'on désigne comme étant ce qu'il faut, entre guillemets, gommer, abattre pour pouvoir être en couple, être proche, être une famille. Alors, C'est dur ce que vous dites là, quand je le Marco. présente, quand je le présente comme ça, je sais que je suis un peu caricatural. Je sais que les Ouais, choses sont plus nuancé. nuancées, qu'elles ne s'expriment pas comme ça, qu'elles ne sont pas dites de manière aussi explicite. Mais voilà, c'est ma lecture et d'expérience, c'est une lecture qui fonctionne Ouais. souvent, à certains moments en tout cas, et de manière plus ou moins présente. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est de se dire, attention, c'est le piège à éviter. Là où je vous rejoins totalement, Flora, c'est dans cette idée de processus. C'est-à-dire que ce passage, je ne dis pas que c'est un passage obligé, mais c'est un passage fréquent. Et donc, quand on accompagne des gens comme moi ou comme d'autres
Il faut avoir ça en tête. Quand on annonce un diagnostic, il faut peut-être aussi avoir ça en tête en disant attention, effectivement, vous allez relire votre vie et vous allez la comprendre différemment à travers cette nouvelle paire de lunettes qu'est le diagnostic d'autisme. Attention, vous allez peut-être grossir certains traits, vous questionnez sur à la fois le caractère légitime, mais aussi identitaire, etc., etc. Attention au niveau du couple, au niveau de la famille. Certains vont gommer cette particularité de fonctionnement en disant ça ne change rien. D'autres vont la trouver très encombrante en disant attention, ton autisme, il a bon dos, il explique tout. Tout ça sont des étapes possibles. Et parfois, les gens passent par toutes ces étapes. Ce qui est important, puisque une de vos questions, Flora, c'était de dire, mais finalement, comment on arrive à consolider, préserver le couple, la famille, c'est de se dire, on est dans un processus. Et que ce processus, il a pour objectif de trouver un certain équilibre. L'équilibre, il va en avançant. Dans ces vidéos, je parle souvent de bicyclette, mais ici, c'est bien d'avoir ça en tête. Pour rouler en vélo, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Rester sur place, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quelque chose parfois qui est de l'ordre de la négociation, de la discussion, du trop-plein. Je pense, vous vous souvenez que j'ai parlé à un moment donné du burn-out. Là aussi, je parle d'équilibre. Et c'est intéressant et important de construire le couple en fonction de ces équilibres multiples. Évidemment, en fonction des besoins, des nécessités, des particularités de fonctionnement de la personne qui présente de l'autisme, mais aussi en fonction de l'autre qui peut-être en présente aussi ou qui n'en présente pas. Et j'insiste, ce n'est pas parce qu'on est un couple de personnes qui présentent toutes les deux de l'autisme qu'on a le même équilibre. Et donc, parfois, on trouve que c'est plus facile de trouver un équilibre, on imagine, mais ça n'est pas nécessairement une vérité vraie, que là aussi, il y a des équilibres différents. Donc moi, j'insiste très rapidement, peut-être de manière trop courte, mais j'imagine qu'il y aura d'autres, qu'il y a des questions et des sujets qui voudront être abordés de manière plus spécifique par la suite. J'insiste sur le fait que, mais le couple, ça n'est pas une espèce de terre inconnue pour les personnes qui présentent de l'autisme. Voilà, c'est possible, c'est parfois souvent souhaité, et parfois c'est souhaitable, qu'un des moments importants, c'est le moment du diagnostic, alors que ce soit un moment que les personnes vivent ensemble parce qu'ils sont parents, parce qu'ils sont en couple, ou que ce soit un moment où le couple se construit et que la personne qui présente de l'autisme le révèle ou pas. C'est vraiment un moment important et c'est un moment où tout change. C'est faux de dire que ça ne change rien. C'est un moment qui est important parce que précisément, c'est un moment où qualitativement, on doit imaginer d'autres compréhensions. C'est bien ça le cœur de l'autisme, c'est qu'on a une appréhension du monde, de l'environnement qui est qualitativement différente. Et que dans ces aspects différents, il y a des particularités de fonctionnement qui peuvent nourrir involontairement du conflit, de la tension. Je prenais l'exemple de cette jeune demoiselle qu'on qualifiait d'égocentrique, et que la solution, elle est dans la recherche de cet équilibre, dans ce processus, donc dans ce mouvement. Après, il y a différents outils qui peuvent être proposés pour nourrir cet équilibre, pour nourrir cette discussion. Quand moi, je rencontre des gens individuellement en couple, je leur en propose. Il y a certaines personnes qui en construisent eux-mêmes. Et ça, on sait que les personnes autistes peuvent être très créatives de solutions originales. Et moi, je les invite à ce qu'elles mettent cette créativité et cette force au service des choses qui leur coûtent, leur plaisent, et notamment du couple et de la famille. Voilà.
Merci Marco, c'était très intéressant et en vous écoutant, il y avait plein de questions qui me venaient, mais je pense qu'on va donner le temps de la réflexion à chacun. Et surtout, si vous pouviez partager, parce que si vous avez des bonnes astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr de la liker et de la partager. Et puis, je pense qu'on y reviendra sur l'histoire du couple et les éventuelles solutions que l'on peut mettre en route. Je tenais juste à souligner qu'à Autisme en Action, on reçoit beaucoup de personnes qui ont eu le diagnostic et où on peut organiser des rencontres d'échanges entre couples, dits mixtes ou pas, pour vraiment, je pense que le fait de dialoguer, de partager ses expériences les uns avec les autres, c'est aussi des pistes de solutions. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Merci de nous avoir regardés, de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Marco, au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, notre chaîne YouTube, et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.